Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va porter notre attention aujourd'hui sur le compost. On l'appelle souvent l'or noir du jardinier. C'est vrai que c'est une ressource extrêmement précieuse qui va à la fois améliorer notre sol potager, notre terre, qui va aussi nourrir nos cultures tout le long des semaines, tout le long des mois, tout le long de la saison. On va voir aussi qu'il existe différents composts qui viennent de différentes matières organiques. On va voir qu'on peut en utiliser en énorme quantité, qu'on peut en utiliser un peu à tout moment dans l'année. On va voir aussi qu'on peut très bien jardiner sans compost en se procurant d'autres apports dans d'autres contextes. Donc beaucoup de choses à voir, vous l'avez compris. Alors en avant pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de rentrer dans le détail des différents composts, je voudrais revenir avec vous sur le point essentiel à tous les composts, c'est le fait qu'un compost c'est un amendement. Alors un amendement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une matière organique qui a beaucoup de carbone déjà, le C de carbone comme le C de compost, et le fait que le compost contienne beaucoup de carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une matière qui est solide, qu'on peut prendre à pleine main, qui a du corps, qui a de la structure, qui a des molécules complexes, c'est vraiment une matière stable qui va libérer des minéraux petit à petit. Le fait que ça contienne aussi beaucoup de carbone, ça veut dire que ça va être peu concentré sur les minéraux essentiels qui sont destinés à nos cultures. Je pense à l'azote, au phosphore, au potassium. En fait, on est à l'inverse des engrais, notamment les engrais naturels. On peut faire une comparaison. Si on prend du sang desséché, là on est sur un engrais naturel qui vraiment ressemble à de la poudre. On a très peu de corps, de structure, de solidité là-dedans, mais c'est très riche en azote. Ça contient 14% d'azote. Et si on prend au contraire une poignée de compost, eh bien là on descend à 0,5-0,6% d'azote, parce que tout le reste c'est notamment du carbone, de la structure, de la solidité, de la complexité, de la stabilité. Et ça a une incidence sur nos sols, d'amener beaucoup de carbone à notre sol. On va amener de la structure, on va alléger les sols qui sont trop lourds, on va alourdir les sols sableux qui sont très légers, on va apporter de l'oxygénation, on va apporter de la porosité pour avoir un effet un peu éponge qui retienne l'eau, ce qui fait qu'on va vraiment, dans un premier temps, améliorer la fertilité physique de notre sol, et puis indirectement, à moyen, long terme, on va attirer aussi plus de fertilité biologique, on va faire travailler la vie du sol qui va libérer des minéraux, donc à terme on va aussi améliorer la fertilité chimique, et on agit donc sur les 3 fertilités clés de notre potager: fertilité physique, biologique et chimique. Autre point commun à tous les composts, ça va être ce que l'on appelle la biodisponibilité très lente des minéraux. Alors ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué qu'il y a du carbone dans le compost, cet atome C, et les minéraux, que ce soit l'azote, le phosphore, tous les autres minéraux, sont rattachés à ce carbone. C'est donc très stable, très complexe, très organique tout ça, et on va donc avoir besoin de temps, en semaines, en mois, en années parfois, pour que la vie du sol, les bactéries, micro, macro-organismes aillent casser ces molécules et libèrent de l'azote, notamment. L'azote, c'est vraiment la contrainte première de notre potager. Donc, il va falloir des semaines, des mois, des années parfois pour que l'azote se rende disponible, soit absorbable par nos cultures. Et là aussi, on est totalement à l'opposé des engrais. Si on reprend le sang séché, l'azote est très peu stable dans le sang séché. Il est très vite absorbable par les cultures, et sous une semaine, vous avez 14% d'azote disponible par poignée. Dans le compost, vous avez déjà une concentration beaucoup moins élevée, 0,6% d'azote, mais en plus, c'est de l'azote organique très complexe qui va se libérer sous des mois et même en deuxième année après votre apport. Donc vous comprenez vraiment le monde des domaines des possibles entre un apport qui va en fait être comme du sucre rapide quand vous apportez du sang desséché, et un apport qui va être un peu comme une vision de sucre lent avec un compost qui lui va libérer tout doucement, tout gentiment, j'ai envie de dire, ces minéraux dans le sol. Et ça suppose 2 choses. Ça veut dire qu'on a très peu de risque d'être en excès de minéraux, d'aller polluer les nappes phréatiques. Donc on peut en mettre, ce que je fais moi, des brouettes et des brouettes au potager par mètre carré. Alors il ne faut pas non plus en mettre 50 kg par mètre carré, mais on peut monter à 3, 4, 5 kg de matière sèche par mètre carré. Ça fait déjà de grosses quantités. Et puis, on peut aussi se dire qu'on peut en mettre toute l'année, parce qu'il faut des semaines, des mois, pour que les minéraux se libèrent, se stockent dans le sol, et qu'une fois nos cultures en place, elles trouvent un frigo plein pour pouvoir se développer au mieux.
Alors le compost le plus couramment utilisé, c'est celui que j'appelle le compost ménager, le compost qui vient de la maison, le compost qui vient essentiellement de nos déchets de cuisine. Alors après, on enlève vite le mot déchet, hein. Quand on fait du compost, on voit beaucoup plus ça comme des ressources, hein, avec un potager qui va valoriser, qui va recycler tout ça. Et ce qui est important pour ce compost, comme pour tous les autres composts, c'est d'être toujours dans un équilibre de matière humide et de matière sèche. Il faut du carbone, hein, vous vous souvenez, pour faire du compost. Et le carbone, on le trouve essentiellement dans les matières ligneuses, dans les matières structurées, dans les matières solides. Donc, pour notre compost de maison, eh bien, on va aller chercher des cartons, des essuie-tout, des mouchoirs, ou sinon on va se faire un petit stock de matière végétale, des feuilles mortes, des brindilles, du foin, de la paille, des copeaux de bois, et on va équilibrer, hein, toujours dans un rapport de 1/3 d'humide pour 2/3 de sec, donc beaucoup de carbone pour un petit peu d'humidité, et l'humidité souvent c'est l'azote d'ailleurs. Donc on va faire son compost bien mélangé de matière sèche et de matière humide. Alors ça manque pas, hein, les matières humides, tous les déchets d'épluchures, tous les restes de repas, souvent on a la poubelle, hein, de la cuisine qui est gorgé d'humidité, qui est gorgé d'eau, et tout ça, si on le laisse tel quel, ça risque de putrifier, ça risque de manquer d'oxygène. Donc absolument, amener de l'air, de l'oxygène, du carbone là-dedans, des matières solides, sèches, ligneuses, rigides, en proportion d'1/3 pour 2/3, et on va avoir au final un très bon compost avec toujours pareil, hein, des molécules stables, organiques, complexes, carbonées, et avec ça, on va aller le mettre au potager, on va améliorer notre sol, et petit à petit, on va aussi jouer donc sur la fertilité biologique, on va attirer la vie, d'avoir plus d'oxygène, d'avoir plus d'eau, et puis petit à petit aussi, on va libérer des minéraux, comme je vous l'ai dit, avec cette biodisponibilité très lente des minéraux, avec les mois, avec les semaines, avec les années même, hein. Moi, ça fait X années que je le fais dans mon potager, et bien chaque année on voit la différence. On a un sol qui devient de plus en plus riche et de plus en plus propice à faire du potager. Le seul inconvénient de ce compost, c'est que bien souvent, on va en manquer terriblement, hein. Je prends mon exemple, j'ai beau recycler tous les restes de cuisine, le marc de café, les coquilles d'œufs, un peu de cendre, tous les essuie-tout, les mouchoirs, etc., des cartons, et bien je me retrouve au mieux avec une, voire 2 brouettes grand maximum de bon compost. Et vu la grandeur de mon potager, vu la difficulté aussi de mon sol de départ très argileux qui accueille du compost sans retenue, vu aussi que le compost est donc très peu concentré en minéraux, qu'on peut en mettre des quantités folle, eh bien j'aurais besoin de 10, 100 fois plus de quantité. Et c'est donc pourquoi je me tourne vers d'autres composts qu'on va voir de suite. Vous voyez là un reste de coquilles d'œufs. Donc beaucoup de déchets de cuisine, essentiellement tous les déchets de cuisine d'une famille de 4 personnes. Deuxième compost que j'utilise grandement au potager, ça va être le compost de tout ce qui est fumier animal. Alors ici, moi j'ai des poules, donc c'est pas ma première ressource en quantité, mais c'est ma ressource la plus locale. J'en ai que 3 de poules, alors j'ai pas beaucoup de fumier, mais j'en ai quand même un peu. Et donc le fumier, c'est quoi? C'est la résultante des déjections des animaux, par exemple ici les fientes de mes poules, qu'on va mélanger avec la litière, hein, absorbante, hein, de ces fientes. Donc ici, ça va être de la paille, ça peut être du foin, des matières carbonées en fait, hein, toujours pareil, des matières sèches, rigides, ligneuses. Donc ça peut être du foin, de la paille, des copeaux de bois, du broyat, des feuilles mortes. Tout ça, c'est sec, et ça va donc être mélangé avec tout ce qui est beaucoup plus humide, azoté, riche en minéraux, et ça va être donc les déjections de nos animaux. Donc ce fumier, j'en apporte là aussi toujours pareil au potager pour améliorer le sol, pour le rendre plus meuble, plus oxygéné, plus rétenteur d'eau, et ça c'est vraiment super important, hein, parce que ça va vraiment générer un milieu rempli de vie. Et je pense par exemple à nos paillages, hein. Si on met des paillages sur un sol qui est sec, tassé, mort, sans vie, nos paillages ils seront pas du tout optimisés par le sol d'en dessous. Et là au contraire, si vous paillez un sol qui est composté, oxygéné, humidifié, rempli de vie biologique, et bien là le paillage va être bouffé, excusez-moi l'expression, il va être digéré, il va être assimilé par la vie du sol, et l'un va vraiment bonifier l'autre. Donc vraiment, j'utilise à volonté du compost de fumier d'animaux, et comme j'en ai pas du tout assez avec le fumier de mes poules, et bien je vais chercher du compost de fumier d'âne et de fumier de cheval dans un centre juste à côté de chez moi.
Alors tous ces composts de fumier d'origine animale, ils ont une richesse en minéraux qui est assez proche du compost de maison, hein. On est sous les 1% d'azote, sous les 1% de phosphore, sous les 1% de potassium. Là aussi, je vous répète, dans une complexité organique vraiment conséquente. Donc tout ça, ça va mettre du temps à se libérer dans votre sol. Là aussi, je me répète, l'azote de ces composts met souvent 2 ans à se libérer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on conseille, on entend souvent d'apporter du fumier tous les 2 ans, parce qu'en fait, il faut 2 ans à ce que la richesse se libère totalement. Donc inutile d'en rapporter des tonnes et des tonnes toutes les années. Troisième compost qu'on peut utiliser au potager et que moi j'adore aussi utiliser pour une double raison, c'est que je l'ai gratuitement juste à 2 km de chez moi. J'en ai aussi beaucoup sur le terrain. C'est un compost végétal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un compost qui est issu à 100% de matière organique venant du monde végétal. Et c'est vrai qu'il y a de quoi faire, hein. Si je prends autour de moi les restes des cultures, ça va être des matières organiques bien humides, bien vertes. Si on prend des brindilles, du bois, les tailles de mes haies, si on prend les tontes de prairies, de pelouse, tout ça aussi c'est très humide, c'est très vert, les feuilles, le foin, la paille. On peut vraiment faire un mix de résidus végétaux de partout. On va toujours respecter ce rapport de carbone mélangé avec de l'humidité, hein, toujours ce rapport d'un tiers d'humide pour 2 tiers de sec, et on va obtenir sous quelques mois, sous quelques semaines dans le plus rapide des cas, mais souvent sous quelques mois, on va obtenir des composts végétaux. Alors moi j'en fais maison, mais ça prend du temps, hein. Il faut broyer, il faut trouver la matière, il faut ramasser, il faut mettre en tas, il faut composter, et j'en ai jamais assez là aussi, hein, parce que tout ça, ça demande du temps et il me faut des volumes beaucoup plus conséquents. Donc je vais me dépanner à la déchetterie du village. C'est un compost qui parfois fait un peu débat parce que on a peur d'y retrouver des résidus de pesticides, des bouts de plastique. Et c'est vrai, hein, comme tout dans la vie, c'est rarement tout parfait. Ça m'arrive de retrouver des résidus de plastique, mais de l'avoir gratuit, d'en avoir besoin en quantité, eh bien franchement, j'hésite pas et je ramène beaucoup de cette ressource à mon potager. Et donc ce compost végétal, eh bien pareil, j'en mets des quantités folles. C'est un compost en plus vraiment très mûr, très stable, on le sent, quoi. Il met vraiment beaucoup de temps à libérer ses minéraux. Il va beaucoup jouer sur la fertilité physique de mon sol très argileux. Il va beaucoup l'assouplir. Si vous avez un sol très sableux, eh bien il va rajouter au contraire de la rétention. Il va alourdir un peu votre contexte, votre structure de sol. Donc c'est aussi intéressant. Donc vraiment, je n'hésite pas à en mettre tous les ans, hein. J'en mets là aussi des brouettes et des brouettes. Je pourrais ne faire que avec le compost animal, mais j'ai toujours cette notion de diversité dans ma tête. Je suis convaincu que d'avoir des origines organiques différentes, eh bien on a quand même d'autres avantages qui vont s'apporter à notre sol. Je pourrais pas vous décrire tous les détails chimiques, mais j'aime beaucoup user de diversité et d'utiliser ces 3 composts ménagers, animaux, végétaux. Je trouve ça génial et franchement je pense continuer des années et des années à faire ainsi. Alors ce sont 2 questions qu'on me pose vraiment très souvent, à savoir quand est-ce que je peux amener du compost à mon potager et en quelle quantité. Alors j'espère vous avoir déjà un petit peu répondu avec cette notion de biodisponibilité très lente. Donc vous comprenez qu'il faut du temps pour que les minéraux se rendent disponibles, et s'il faut du temps, il vaut mieux s'y prendre longtemps avant pour amener son compost. C'est pour ça qu'on conseille souvent l'automne pour faire ses apports, et on aura déjà des minéraux disponibles au printemps quand on va planter. Mais après, même si on apporte son compost au printemps, voire même juste au moment de la plantation, on va quand même jouer sur la fertilité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un sol qui va être plus meuble, qui va être plus oxygéné, qui va mieux retenir l'humidité, et on va jouer sur toutes les autres fertilités physiques, biologiques, et tout ça, ça va favoriser aussi de la minéralisation. En fait, on va mieux décomposer, minéraliser tous nos autres apports. Si j'apporte par exemple du sang desséché, il va être mieux minéralisé avec du compost. Si j'apporte des paillages, il va être mieux digéré, mieux optimisé avec du compost. Donc le compost, on ne fait jamais de mal à en amener, on peut en apporter vraiment toute l'année, mais c'est encore mieux, c'est vrai, de l'apporter en automne pour que le temps fasse son action et pour que la biodisponibilité lente s'accumule dans le sol. Les minéraux vont s'accumuler, on va remplir le frigo petit à petit, on plante et les cultures trouvent de quoi manger. Après, il y a la quantité. Et là, c'est
très variable, mais on peut dire quand même en moyenne 3 kg au mètre carré, hein. Ça dépend des concentrations. Un compost, c'est 0,5% on va dire d'azote, donc ça fait 5 grammes par kilo, ça fait 15 grammes pour 3 kilos, et déjà avec 15 grammes, on répond à bien des cultures. Mais après, attention, je vous rappelle que ces 15 grammes, ils vont se libérer sur 2 années, donc vous imaginez bien que vous n'allez pas avoir 15 grammes disponibles là sous une semaine. C'est pourquoi d'ailleurs, moi souvent au potager, quand je mets des cultures très gourmandes, et bien parfois, hop, je rajoute un petit peu de sucre rapide avec un engrais naturel, de l'urine, du sang, de la corne, de la fiente desséchée, pour vraiment avoir ces deux apports qui se complètent merveilleusement bien. Donc vraiment en quantité, allez-y en kilos au mètre carré. Si vous devez choisir, choisissez vraiment, priorisez vos cultures qui vont être les plus gourmandes, toutes les cultures d'été, les courges, les courgettes, les tomates, les poivrons, les aubergines, même les choux. Tout ça, ce sont des cultures très gourmandes, et au contraire, les légumineuses, vous pouvez les laisser, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc vraiment, mettez votre compost là où vraiment vous allez avoir des cultures très gourmandes, et notamment tout ce qui est culture estivale. Je termine cette vidéo en vous disant qu'on peut très bien jardiner sans compost. Je rencontre énormément de jardiniers, et j'en connais de nombreux qui font sans compost. Et à mon sens, j'y vois souvent deux raisons de jardiner sans compost. La première, ça va être quand on part d'une terre de départ qui est vraiment idéale. Moi, j'appelle ça une terre franche, une terre de potager, une terre de maraîcher, une terre très bien texturée avec un peu d'argile, de limon, de sable, de matière organique. Et en fait, ça va être un sol qui va être déjà très adulte, très oxygéné, très meuble, très vivant. Ce à quoi on veut arriver avec du compost. Vous pouvez très bien l'avoir de départ. Et dans ce cas-là, on peut raisonner avec des matières organiques beaucoup plus grossières, avec des paillages, avec des broyats, avec du foin, de la paille, du broyat comme j'en mets moi, mais je le mets maintenant sur mon sol composté. Et c'est vrai que si vous avez vraiment un sol qui est hyper vivant, qui est humide, qui est foisonnant de vie biologique, eh bien l'estomac qui est en dessous va se régaler de matière organique grossière, et vous pouvez vous passer de compost. En fait, je fais souvent l'image du nourrisson. Si vous prenez un tout jeune enfant sans estomac, il va apprécier de la compote, du mixé. C'est un petit peu le sol que j'avais au départ, un sol nourrisson, dur, compacté, mort, sec, incapable de manger du grossier. Donc je lui ai apporté d'abord beaucoup de compote, donc de compost. Et maintenant qu'il commence à être solide, vivant, qu'il y a un estomac qui arrive maintenant dans mon potager, plein de vers de terre, de vie biologique, eh bien j'apporte maintenant autre chose que de la compote, j'apporte du steak haché, en l'occurrence ce broyat. Donc ça, c'est le premier contexte à pouvoir jardiner sans compost, c'est vraiment avoir une terre formidable. Deuxième contexte, je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple, je vous ai dit le compost végétal, il est gratuit. Il est gratuit sur une notion pécuniaire, mais après, il n'est pas gratuit sur tout le reste. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie, il faut des bras, il faut de la logistique, il faut du temps, il faut du transport, il faut une remorque. Et ça, c'est pas tous les jardiniers qui ont accès à ces choses-là. Et dans ces cas-là, on peut se tourner vers les engrais. Je vous en ai parlé avec le sang desséché. Ça peut être de la corne broyée, de la poudre d'os, du patin kali, de la farine, des fientes desséchées. Il y en a toute une palanquée. Je vous mets la liste, vous en trouverez dans toutes les jardineries. Ces engrais, ils ont très peu de carbone, donc ils ne vont pas améliorer votre sol, mais ils sont concentrés en minéraux. Donc vous pouvez en juxtaposer plusieurs pour répondre à tous les minéraux. Vous en avez des engrais naturels équilibrés dans les jardineries, et ça vous évite de devoir avoir des remorques, des gros bras, du transport, de la logistique. C'est une autre vision qui permet de jardiner biologiquement, qui permet de nourrir ses cultures, qui permet surtout de ne pas laisser des jardiniers de côté sous l'exclusivité de devoir apporter du compost ou des paillages. Donc c'est le deuxième contexte pour moi. Soit on a un super sol de départ, soit on n'a pas les facultés de pouvoir raisonner par l'amendement, de pouvoir raisonner par le compost, et dans ce cas-là, on peut se tourner vers la solution des engrais organiques. Voilà pour cette vidéo, c'était un plaisir de pouvoir l'illustrer aussi avec toutes ces années d'images, à amender mon sol au potager, à voir à quel point il s'améliore saison après saison. Allez dans les commentaires pour apporter vos expériences, que ce soit avec compost, sans compost, ce sera toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez, je vous rappelle, me retrouver sur Terra Potager avec 7 autres jardiniers, des climats, des calendriers, des expériences, qu'on se régale de vous communiquer une passion et surtout un respect commun
commun sur l'approche du potager par le biologique, par le sol, par la terre. Merci pour votre attention et puis bien sûr on se retrouve par ici très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!